Il n'y a pas de testament, maman. Ces mots, prononcés d'une voix calme, presque administrative, ont traversé la cuisine comme une lame qu'on essuie avant qu'elle ne goûte. C'était un mardi matin de mars, quelques semaines après l'enterrement d'Étienne. La lumière, grise et basse, s'infiltrait à travers les rideaux jaunis. Mon fils Julien et sa femme, Claire, étaient assis à ma table. Devant eux, un dossier beige gonflé de papier. Je les ai regardés sans comprendre. « Pas de testament ?» ai-je répété. Julien a hoché la tête, les yeux baissés sur ses doigts. « Non, rien. » Le notaire a confirmé. J'ai senti mon cœur rater un battement. Étienne, mon Étienne, qui rangeait tout, qui notait tout, qui ne laissait jamais rien au hasard, impossible. C'était l'homme des carnets à colonnes, des chemises cartonnées par couleur, celui qui notait le moindre centime dépensé au marché. « Ce n'est pas possible, » ai-je murmuré. Il m'en avait parlé. Claire, assise droite, les mains croisées sur la table, a esquissé un sourire figé. Vous savez, à cet âge, les souvenirs se mélangent. Être athée, il voulut en faire un, mais sans le formaliser. Sa voix était douce, mais je sentais derrière chaque syllabe la condescendance d'un médecin qui annonce un diagnostic sans appel. Démence douce, perte de repères, sénilité bienveillante. Julien a ouvert le dossier, sorti quelques feuilles. Voilà la déclaration de succession. C'est très simple. Il n'y a que toi, moi et Claire. On a juste besoin de ta signature ici, pour que tout soit en ordre. Sa main m'a tendu un stylo. Je n'ai pas bougé. Sur la première page, il y avait des chiffres, des montants. Et, tout en bas, la mention « Aucun testament retrouvé ». Je n'ai pas compris tout de suite, mais une sensation physique, presque animale, m'a prise au ventre. Une brûlure froide, comme si quelque chose, à l'intérieur de moi, s'était retiré pour me laisser nue. Je me suis levée lentement. « Où est la clé du tiroir d'Étienne ?» ai-je demandé. Julien a sursauté. « Quel tiroir ? Celui du buffet. Le tiroir du milieu. C'est là qu'Étienne rangeait tout. Ses papiers, ses reçus, les courriers du notaire, et surtout, la petite enveloppe bleue sur laquelle il avait écrit en lettres capitales « Testament, Maître Moreau, 2017 ». Julien s'est gratté la nuque. « On a fait un peu de tri, maman. Tu nous avais dit de ranger avant le passage de l'inventaire. Ranger. » Oui, ranger. Ce verbe qui, dans certaines bouches, veut dire faire disparaître. Je suis allée vers le buffet. Le tiroir était vide. Par réflexe, j'ai tiré les deux autres. Le même vide, poli, organisé, inodore. Le bois semblait avoir oublié qu'il avait contenu nos vies. Je me suis tournée vers eux. « Vous avez pris les papiers ?» Julien a rougi. « Non, enfin, être qu'on les a mis de côté. » On voulait épargner le désordre. Claire a ajouté, sans me regarder. Le notaire a tout vérifié. Il n'y a rien. Ce mot « rien » n'a résonné dans la pièce. Il n'y avait plus que lui. Rien de ce que j'avais bâti, rien de ce qu'Étienne avait préparé, rien de ce qu'on m'avait promis. J'ai revu son visage, quelques semaines avant sa mort. Il était déjà si fatigué, mais lucide. Il m'avait pris la main et dit « Je veux que tu sois tranquille. J'ai tout prévu, même si Julien n'approuve pas. » Il avait souri, ce sourire de ceux qui signent leur paix avant de partir. Alors non, ce n'était pas un rêve. Étienne avait bel et bien fait un testament. Quelqu'un l'avait effacé. J'ai senti ma gorge se serrer, mais aucune larme n'est venue. Seulement une clarté étrange, froide. Je me suis rassis. J'ai ouvert le carnet à couverture brune posé sur le buffet, mon carnet de notes, celui où j'écrivais depuis la mort d'Étienne. Mes contes, mes pensées, les phrases que je ne disais à personne. J'ai écrit lentement, en lettres nettes. 14 mars. Julien et Claire ont déclaré qu'il n'y a pas de testament. Buffet vidé. Dossier à vérifier. Suspicion. Dissimulation. Julien s'est levé, mal à l'aise. « Maman, pourquoi tu écris ? Pour ne pas oublier. » Claire a soupiré. « Tu t'épuises pour rien. Ce sont des formalités, voilà tout. » Je n'ai pas répondu. J'ai refermé le carnet, calmement. J'ai observé leurs visages, leurs gestes nerveux. L'un évitait mon regard, l'autre comptait les secondes. Ils avaient peur. Pas de moi. Non, mais de ce que je pouvais encore découvrir. Je me suis levée. J'ai pris mon manteau. « Où tu vas ?» a demandé Julien. « À l'étude notariale. » Il a voulu m'arrêter. « Maman, ne te fatigue pas.
Maître Moreau est parti à la retraite. Alors je verrai qui lui a succédé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis sortie dans le froid, droite, presque légère. La rue sentait la pluie et le métal. Au coin du trottoir, le vent s'est levé, a soulevé un papier que j'ai rattrapé du bout des doigts, un prospectus pour une nouvelle étude notariale, Moreau, fils, associé. J'ai souri. Étienne, même mort, continuait de m'indiquer le chemin. J'ai glissé le prospectus dans mon carnet, puis j'ai murmuré « Très bien, mon amour. Commençons. » Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti en moi quelque chose qui ressemblait à la vie. Non pas la douceur d'avant, mais la lucidité. Celle qui précède la justice. Je revois encore le banc du square où tout a commencé. C'était un matin de mai 1969, Grenoble se réveillait dans une lumière claire, et j'avais 20 ans. J'étais couturière dans un atelier du centre, lui, Étienne, sortait de la poste, costume trop grand, cravate trop serrée. Il m'a demandé son chemin, maladroitement. Puis, sans prévenir, il m'a dit « Vous avez les mains d'une femme qui répare les choses ». Je ne savais pas encore que cette phrase résumerait notre vie entière. Étienne réparait les montres, moi les tissus, et ensemble, nous avons recousu le monde, point après point. Notre premier appartement faisait 30 mètres carrés. Un lit en fer, un poêle à charbon et des murs qui laissaient passer le vent. Mais nous avions la foi tranquille de ceux qui croient que l'amour suffit à chauffer tout. Nous avons acheté notre maison 10 ans plus tard, à force d'économie, de dimanches sans restaurant et de pulls tricotés au lieu d'acheter. Une petite maison au volet bleu, rue de la République, avec un jardin où il faisait pousser ses rosiers comme on élève des enfants, avec rigueur, patience et tendresse mêlée. C'est là que nos 2 fils sont nés: Julien, l'aîné, réfléchi, sage, presque trop, et Paul le cadet, plus rieur, plus proche de moi. C'est Julien qui a hérité du sens de l'ordre de son père. Je l'aimais pour cela, avant que cette même rigueur ne devienne froideur. Nos années heureuses ont filé comme une chanson sans refrain. Étienne travaillait à la poste, je cousais à la maison. Les après-midi d'été, on buvait du café sur le perron, lui lisait le journal, moi je reprenais ses chemises. Nous n'étions pas riches, mais nous étions tranquilles. Ce mot, tranquille, me semblait alors le synonyme du bonheur. Le soir, quand les enfants dormaient, il sortait son grand classeur noir, le même qu'on retrouverait plus tard dans le buffet. Il notait les dépenses, les remboursements du prêt, les échéances d'assurance. Moi, je me moquais gentiment. « Tu crois vraiment qu'on a besoin d'autant de papier pour vivre ?» Et lui répondait toujours, sans lever la tête, « On écrit pour laisser une trace. Sinon, tout s'efface. » Il écrivait donc. Des chiffres, des listes, mais aussi, je l'ai découvert bien plus tard, des mots pour moi. Des lettres rangées dans le fond du classeur, qu'il ajoutait chaque année au jour de notre anniversaire de mariage. Il les signait, pour toi, au cas où je ne pourrais plus parler. Quand il est tombé malade, en 2017, il a commencé à mettre de l'ordre dans tout. Les papiers, les comptes, la maison. Il disait que ça le rassurait. J'ai compris ensuite que ce n'était pas pour lui qu'il le faisait, mais pour moi. Je me souviens d'une soirée, quelques semaines avant sa dernière hospitalisation. Il s'était assis à son bureau, la lampe allumée. Il m'avait demandé d'apporter son stylo à plume, celui qu'il n'utilisait que pour les choses sérieuses. Je lui ai tendu le stylo et il m'a dit doucement « Si un jour tu es seul, il faudra que tu saches où chercher. » Le droit protège les épouses, mais seulement celles qui regardent les papiers. J'avais ri, gêné, persuadé qu'il exagérait. Je ne savais pas encore que cette phrase serait un héritage plus précieux que tout le reste. Les dernières années, la fatigue s'est installée entre nous comme une brume. Il ne se plaignait jamais, mais il écrivait de plus en plus. Chaque soir, il rangeait un peu plus de documents dans son dossier bleu. « C'est pour toi », répétait-il. Le jour où il est parti, je me souviens avoir trouvé sur la table du salon une enveloppe scellée, beige, avec son écriture penchée. Ne pas ouvrir avant le rendez-vous chez Maître Moreau. Je n'y avais pas touché. Par respect. Par superstition aussi. J'étais certaine que Julien s'en occuperait, comme son père l'avait voulu. Mais aujourd'hui, cette même confiance me revient en plein visage comme une gifle. Parce que cacher un testament, ce n'est pas seulement voler des biens, c'est effacer une volonté,
c'est faire taire une voix, celle d'un homme qui avait pris soin de tout prévoir. Et ce qu'ils avaient volé, ce n'était pas de l'argent, c'était sa parole. Je crois que c'est ce qui me fait le plus mal. Ils n'ont pas seulement nié mes droits, ils ont piétiné sa mémoire, cette droiture d'homme simple qui croyait à la valeur d'une signature. Alors, ce jour-là, en marchant dans la rue, j'ai compris que ma colère ne venait pas du manque, mais du mensonge. Parce que trahir un testament, c'est trahir 2 fois. Le mort et celle qui l'aimait encore. Les semaines qui ont suivi la mort d'Étienne ont été d'un calme étrange, presque irréel. Le silence avait pris la place de sa voix et la maison semblait retenir son souffle. Les fleurs offertes pour les obsèques se fanaient sur le buffet. Et chaque matin, j'avais le réflexe absurde de mettre une tasse de plus sur la table. Julien venait parfois, toujours pressé. Claire, elle, ne venait jamais seule. Elle arrivait avec des sacs de courses, des papiers à faire signer, et ce ton sec qu'elle appelait de l'efficacité. Le premier signe, je l'ai compris plus tard, a été cette phrase anodine. « Maman, on a annulé le déjeuner de dimanche. C'est trop fatigant pour toi. » Fatigant pour moi? Non, fatigant pour eux sans doute. Les déjeuners du dimanche, c'était ce qui nous restait d'humain. La nappe en coton, le rôti qui mijotait, la place vide d'Étienne qu'on regardait sans en parler. Mais, peu à peu, tout cela a disparu. Les appels se sont espacés. Les visites sont devenues des inspections. Tu as pris tes médicaments? Tu devrais vendre la maison? C'est trop grand. Et puis, franchement, maman, tu n'as plus besoin d'autant d'espace. Il disait ça en rangeant mes tiroirs, en triant mes papiers, en décidant, sans moi, ce qui devait être gardé ou détruit. Un après-midi, j'ai retrouvé sur la table du salon une enveloppe ouverte, mon relevé bancaire. Julien a haussé les épaules. C'est normal. J'ai vérifié que tout allait bien. Il disait tout, comme si tout lui appartenait déjà. Un soir, il a pris mes clés, l'air de rien. Je vais faire refaire les doubles, pour plus de sécurité. Elles ne sont jamais revenues. Puis il y a eu cette conversation qui, sur le moment, ne m'a pas paru importante. Nous étions à la pharmacie. Claire réglait pendant que Julien remplissait le chèque. Le pharmacien m'a tendu la main avec un sourire maladroit. « Tout est réglé, madame. Enfin, c'est monsieur Dorlac maintenant qui gère les comptes ?» J'ai eu un vertige. Qui gère les comptes? Je n'ai rien dit. La honte m'a traversé comme un courant d'air. Les semaines suivantes, chaque petit geste s'est transformé en dépossession discrète. Les clés du coffre déplacées, les papiers classés, mes lettres ouvertes par erreur. Et toujours cette phrase, répétée comme une berceuse. « On s'occupe de toi, maman. » J'ai fini par comprendre que ces mots, sous leur tendresse apparente, signifiaient exactement le contraire. On t'enlève la possibilité de t'occuper de toi-même. Un jour, Claire est arrivée avec un classeur à la main. C'est un dossier pour simplifier les démarches. Elle a sorti un document imprimé, rempli d'encadrés et de signatures. Là, il faut juste que tu signes ici. C'est une procuration, pour t'éviter les tracas. J'ai hésité. Je peux le lire d'abord? Elle a souri, crispée. Oh, c'est purement administratif. Julien t'expliquera. Et Julien, sans me regarder, a ajouté. C'est juste pour t'aider, maman. Tu nous fais confiance, non? J'ai signé. Par fatigue, par peur du conflit, par réflexe aussi, celui qu'ont toutes les femmes de ma génération, ne pas déranger. C'est ce jour-là, je crois, qu'ils ont pris plus qu'un papier. Ils ont pris ma voix. Après, les humiliations ont changé de nature. Elles sont devenues invisibles. Des dîners annulés pour éviter les émotions. Des décisions prises pour ton bien. Et cette manie de parler de moi à la 3e personne, quand je suis là, elle ne comprend plus trop les démarches. Elle est fragile, tu sais. Je les écoutais, muettes, comme on écoute parler de quelqu'un d'autre. Parfois, je me surprenais à penser, peut être qu'ils ont raison, peut être que je me trompe. Mais chaque soir, quand je montais me coucher, je posais la main sur le tiroir du buffet, ce tiroir vide, dont le silence me hurlait qu'on m'avait volé quelque chose. Et je me répétais, non. Étienne avait tout prévu. Un matin, j'ai trouvé sur la table du salon un courrier de la banque, adressé à M. et Madame Julien Dorlac. C'était mon adresse, ma maison. Il recevait désormais le courrier ici. Je me suis assise, la lettre tremblante entre les doigts. J'ai ouvert mon carnet
et j'ai écrit. Les papiers me fuient. Les repas s'annulent. On m'explique ma vie au passé. C'est ce jour-là que j'ai compris. Il ne me voyait plus comme une mère, mais comme une formalité. Et cette certitude m'a glacé le cœur. Parce que l'effacement, avant d'être matériel, est toujours moral. Tout a basculé un matin d'avril. Un de ces matins pâles où le vent sent encore l'hiver, mais où quelque chose dans l'air commence à changer. Le facteur avait glissé une pile d'enveloppes dans la boîte aux lettres. Je les ai prises sans attention facture, relevées, publicité, mais au milieu, il y en avait une plus épaisse, à en-tête bleu nuit, études notariales moraux, associés. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Je me suis assise à la table, la même où nous prenions le petit déjeuner, Étienne et moi. Le soleil dessinait un carré de lumière sur le bois. J'ai ouvert doucement, les doigts tremblants. À l'intérieur, une lettre polie, impersonnelle. Madame, suite à la demande de consultation formulée par M. Julien Dorlac, nous vous informons que l'acte de testament de feu M. Étienne Dorlac a été retiré par un membre de la famille, sous présentation d'une procuration signée en votre nom. Veuillez agréer, madame, nos salutations distinguées. Maître Moreau, successeur de Maître Dorlac. J'ai relu 3 fois. Retiré, procuration signée en votre nom. Ma vision s'est brouillée. Ils avaient osé. Ils avaient pris ma signature, ma main, ma confiance pour effacer celle d'Étienne. Le sang m'a monté au visage, puis s'est retiré d'un coup, me laissant vide. J'ai pensé d'abord que j'allais tomber. J'ai posé la main sur la table pour ne pas chanceler. Autour de moi, tout semblait soudain étranger. Les rideaux qu'il avait choisis, la nappe brodée que j'avais cousue, la photo encadrée de notre mariage, avec son regard franc tourné vers moi. Il m'avait trahi, lui et moi, d'un seul geste. Je suis restée longtemps sans bouger, la lettre à la main. Le tic-tac de l'horloge résonnait, régulier, indifférent, comme si le temps refusait de s'arrêter sur ma stupeur. Puis je me suis levée. J'ai sorti le classeur du buffet, celui que je n'ouvrais plus depuis des semaines, et j'ai étalé tout sur la table. Factures, reçus, courriers, relevés bancaires. Je cherchais un indice, une trace de ce faux, et je l'ai trouvé. Une copie de procuration, imprimée sur papier blanc, avec ma signature. Mais cette signature, ce n'était pas la mienne. Pas le L penché que je fais toujours, pas le D minuscule au bout de mon prénom. C'était une imitation maladroite, un dessin, pas une écriture. Sous le mot mandataire, le nom de mon fils, Julien Dorlac. Je suis restée là, droite, immobile, comme si toute la pièce s'était figée avec moi. Le faux était là, sous mes yeux, simple, concret, indiscutable. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré. Je crois que quelque chose en moi s'est refermé définitivement. J'ai pris mon carnet, celui qui ne me quittait jamais, et j'ai écrit 17 avril, lettre du notaire. Testament retiré. Signature falsifiée. Preuve, procuration, crime moral et juridique. Les mots m'ont redonné souffle. Écrire, c'était respirer à nouveau. Puis j'ai pensé à Étienne, à son obsession pour la clarté, pour la vérité écrite. Il n'aurait jamais supporté cela. Je me suis entendu murmurer « Ils ont sali ton nom, Étienne. Ils ont profané ta parole. » La colère, lente et froide, s'est mise à circuler dans mes veines. Pas la colère de l'humiliation, celle-là, je la connaissais déjà, mais celle de la lucidité. Celle qui réveille. Le téléphone a sonné. C'était Julien. Sa voix, faussement enjouée. « Maman, tu as reçu le courrier du notaire ? » ?»« Oui. » Un silence. « Alors tout est réglé, tu vois ? » ?»« Réglé ?» ai-je répété. « Oui, Julien, tout est réglé. » Je crois qu'il a senti, à ce moment précis, que quelque chose avait changé. Ma voix n'était plus tremblante. Elle était nette, comme une lame posée sur la table. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le fauteuil d'Étienne. J'ai respiré profondément. J'ai sorti une feuille blanche et, pour la première fois, j'ai écrit une phrase que je n'aurais jamais cru écrire de ma main. Je porterai plainte. Je ne savais pas encore comment, ni où, ni quand, mais je savais que je le ferais. Pas pour l'argent, pas pour la maison, pour la justice. Pour cette vérité qu'Étienne avait toujours respectée, celle des documents, des signatures, des preuves. En fin d'après-midi, j'ai pris un manteau, je suis sortie.
J'ai marché jusqu'à l'étude notariale. La secrétaire m'a reçue, polie mais nerveuse. Je suis la veuve d'Étienne Dorlac. J'aimerais consulter le dossier de mon mari. Elle a hésité. Il a déjà été retiré, madame. Par qui? Par votre fils. Avec une procuration signée de votre main. Je l'ai regardée dans les yeux. Ce n'est pas ma signature. Elle a baissé la tête. Puis, d'un geste rapide, elle a glissé vers moi une copie de la pièce en question. Officiellement, je ne peux pas vous la remettre, mais prenez-en une photo. Je l'ai fait, calmement. Mes mains ne tremblaient pas. En sortant, le vent s'est levé, faisant voler les feuilles mortes sur le trottoir. Je me suis arrêtée devant la vitrine de l'étude. Mon reflet me regardait, un visage fatigué, mais décidé. Je n'étais plus une mère trahie, j'étais une femme en marche vers la vérité. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai allumé une bougie devant la photo d'Étienne. « Tu vois, ai-je murmuré, ils ont cru que ton silence les protégeait. Mais c'est lui, ton silence, qui va les condamner. » J'ai pris mon carnet et j'ai noté la dernière phrase de la journée. Je n'irai peu, être pas en robe noire, mais j'irai avec la loi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans peur. Le combat venait de commencer, pas un combat de cris, mais de preuves, de lumière. Les nuits ont commencé à se ressembler. Longues, épaisses, pleines d'un silence qui pèse plus lourd que le jour. Je restais allongée sans fermer l'œil, la lettre du notaire posée sur la table de chevet, comme une lampe éteinte. Parfois, je l'ouvrais à nouveau, simplement pour m'assurer que tout cela était vrai. Les mots ne changeaient pas. Procuration signée en votre nom. Chaque lecture était une gifle. Je pensais à Étienne, souvent. À sa main sur la mienne, à sa façon de toujours dire « on réglera ça ensemble ». Et maintenant, il n'y avait plus de « on », seulement « je ». Et ce « je » me faisait peur. Dans l'obscurité, je lui parlais. « Tu vois, Étienne, je n'ai rien su voir venir. J'ai voulu croire qu'ils agissaient pour mon bien. Comme toutes les mères, j'ai confondu l'amour et la soumission. Les mots me venaient doucement, comme une prière inversée. Je ne demandais plus de miracle, seulement du courage. Un soir, incapable de dormir, je me suis levée. J'ai ouvert le vieux tiroir de sa commode, celui où il rangeait ses stylos et ses carnets à carreaux. Tout sentait encore son odeur, encre, tabac, cire d'abeille. J'ai retrouvé un petit carnet noir, celui qu'il appelait le cahier de conscience. Sur la première page, il avait écrit « Ce qu'on n'écrit pas, d'autres l'écriront à ta place ». Cette phrase m'a glacée, parce que c'est exactement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient écrit à ma place. Je me suis assise dans le salon, la bougie allumée. J'ai ouvert mon propre carnet et j'ai commencé à relire mes notes, du premier jour au dernier. La phrase « pas de testament », la procuration, les visites, les humiliations. Et soudain, j'ai vu ce que je n'avais pas voulu voir. Une mécanique, un plan. Chaque mot doux, chaque geste soi-disant protecteur avait été un verrou ajouté à ma propre cage. Alors, j'ai pris une décision. Je ne serai plus la victime polie. Le lendemain, je suis sortie tôt. L'air du matin m'a fait du bien. En descendant la rue, j'ai croisé ma voisine, Madame Roussel, ancienne greffière du tribunal. Une femme vive, droite, avec ce regard qui comprend tout sans qu'on ait besoin de parler. « Vous avez mauvaise mine, Jeanne », m'a-t-elle dit. J'ai hésité, puis tout est sorti. Pas les larmes, non. Les faits, un à un, avec la précision d'un témoin. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis a hoché la tête lentement. « Vous devez déposer une main courante, tout de suite. » Une main courante? Oui. Pas une plainte, pas encore. Un signalement, une trace écrite. Parce qu'un jour, ils diront que vous inventez. Et ce jour-là, vous aurez les dates, les noms, les preuves, une trace écrite. Les mots d'Étienne, encore. Je l'ai remerciée. Elle m'a griffonné une adresse sur un bout de papier. Commissariat de quartier, rue des Marronniers. Je suis rentrée. Sur la table, mon carnet m'attendait. J'ai ajouté une nouvelle ligne. 19 avril. Main courante, à déposer. Cette nuit-là, pour la première fois, je n'ai pas pleuré. J'ai pensé, calculé, relu mes papiers. J'ai ouvert une boîte d'archives et j'y ai glissé tout. La lettre du notaire, la copie de la procuration, les photos, mes notes. J'ai écrit sur le couvercle, en lettres capitales. Dossier Étienne, vérité. Je n'étais plus une veuve en deuil.
J'étais une femme en marche, discrète mais décidée. Pas une héroïne, non. Une vieille dame avec un carnet, une boîte et une foi tranquille dans la loi. Avant de me coucher, j'ai ouvert la fenêtre. L'air du soir entrait froid et clair. Je me suis adressée à lui une dernière fois. Tu m'avais dit que la vérité s'écrit. Eh bien, cette fois, Étienne, c'est moi qui vais la signer. Et dans ce murmure, j'ai senti, pour la première fois depuis sa mort, quelque chose d'apaisé. Non pas la fin du chagrin, mais le début de la justice. Je suis entrée dans l'étude notariale un jeudi matin. Il pleuvait légèrement, cette pluie fine qui colle aux cheveux et qui rend les trottoirs silencieux. J'avais mis mon manteau gris, celui qu'Étienne aimait, et j'avais serré contre moi le dossier cartonné où j'avais glissé toutes mes preuves. Sur la plaque de cuivre, le nom brillait. Maître Le Chenadec, notaire associé. L'accueil était calme, presque feutré. Une jeune femme m'a fait asseoir, m'a proposé un café. Quelques minutes plus tard, Maître Le Chenadec est arrivé. Un homme d'une 50aine d'années, au regard clair, attentif, qui a pris le temps de me saluer avec respect, un vrai respect, pas celui qu'on réserve aux vieilles dames qu'on plaint. Je lui ai raconté tout, posément, sans colère. Il a écouté, noté, hoché la tête à chaque phrase. Puis il a dit « Madame Dorlac, la procuration que votre fils a utilisée est manifestement abusive. Elle ne lui donnait pas le droit de retirer un testament ni d'agir en votre nom sur une succession. Ce document est juridiquement nul. » Ces mots juridiquement nuls ont résonné comme une bénédiction. Il a poursuivi. Nous allons rédiger une lettre officielle à l'étude Moreau, associée pour exiger communication du testament original. S'il existe, il sera retrouvé. Et si quelqu'un l'a dissimulé, il y aura enquête. Il a pris sa plume, d'un geste précis, et a commencé à écrire. Chaque trait d'encre sur le papier me rendait un peu plus ma dignité. Avant de partir, il m'a dit doucement « Vous avez bien fait de venir. Le droit protège ceux qui gardent des preuves. » Je suis sortie sous la pluie, plus droite qu'en arrivant. Sur le trottoir, j'ai ouvert mon carnet et j'ai noté 21 avril. Rencontre avec Maître Le Chenadec. Procuration annulée. Lettre en cours. Vérité en marche. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une avocate recommandée par Madame Roussel, Maître Clément, une femme aux cheveux argentés, l'air calme et déterminé. Dans son bureau, j'ai posé ma boîte d'archives sur la table. Elle l'a ouverte, méthodiquement, page après page. « Vous avez tout noté, m'a-t-elle dit. C'est parfait. La précision, c'est la première forme de résistance. » Elle a tapé quelques lignes sur son ordinateur, puis m'a tendu le brouillon d'une lettre. Objet. Mise en demeure pour dissimulation d'actes testamentaires et usage de faux. À l'attention de M. Julien Dorlac et Mme Claire Dorlac. Je l'ai lu sans trembler. Elle a ajouté « Vous n'aurez peut-être pas besoin d'un procès. Parfois, la vérité écrite suffit à renverser le mensonge. Nous avons convenu ensemble de 3 démarches. Envoi de la mise en demeure. Dépôt d'une main courante pour abus de procuration. Ouverture d'un nouveau compte bancaire à mon seul nom. J'ai tout fait dans la semaine. Sans prévenir personne. À la banque, la jeune conseillère m'a souri. « Vous voulez un compte personnel ?»« Non, » ai-je répondu calmement. « Un compte de liberté. » Elle a ri, croyant à une plaisanterie. Moi non. J'y ai transféré ce qu'il me restait, sou à sou. Puis j'ai fait un dernier geste, celui qu'Étienne aurait approuvé. J'ai rédigé un nouveau testament. Pas grand-chose à léguer, sinon ma maison, quelques économies et mes carnets. Mais cette fois, j'ai changé un nom. Héritière principale, Camille Dorlac, ma petite fille, parce qu'elle seule m'avait appelée mamie sans calcul, sans distance. En le signant, j'ai senti une paix étrange m'envahir. J'avais agi, j'avais repris la main. Le soir, en rentrant, j'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la pluie, la terre et la lavande. Sur la table, mon carnet m'attendait. J'ai écrit lentement. Tout est prêt. Dossier envoyé. Compte ouvert. Testament révisé. Silence maintenu. Et en dessous, une phrase que j'ai ajoutée sans réfléchir. Le calme est une arme, quand on sait s'en servir. Puis j'ai refermé le carnet, éteint la lumière, et je me suis endormie pour la première fois depuis des mois, le cœur clair, presque léger. Parce que la vengeance, quand elle est juste,
ne fais pas de bruit. Elle s'écrie. Simplement. Le jour de la confrontation, le ciel était d'un bleu froid, presque métallique. J'avais mis mon manteau gris, le même que celui du premier rendez-vous. Dans la poche intérieure, mon carnet. Dans mon sac, la lettre de maître Le Chenadec, et rien d'autre. L'étude notariale était pleine de cette odeur particulière des lieux où l'on scelle les vérités. Un mélange de papier, d'encre et de silence. Claire et Julien étaient déjà là, assis côte à côte, raides, nerveux. Ma belle-fille feuilletait nerveusement un magazine, mon fils fixait le sol. Maître Le Chenadec nous a salués avec la même courtoisie distante. Puis, sans détour, il a ouvert le dossier. « Merci d'être venu. J'ai reçu l'ensemble des documents relatifs à la succession d'Étienne d'Orlac. Il y a, contrairement à ce que certains pensaient, un testament enregistré et valide. Un silence brutal. On aurait pu entendre le battement de mon cœur dans cette pièce capitonnée. Julien a relevé la tête, blême. « Pardon ? Mais ce n'est pas possible. » Le notaire a sorti une chemise bleue, usée au coin. L'écriture d'Étienne, nette, régulière, couvrait la première page. Ce document a été déposé en 2017 chez Maître Moreau. Il a été retrouvé dans les archives scellées, suite à notre demande officielle. Il a ajusté ses lunettes, puis a lu, d'une voix calme, « Je lègue à mon épouse, Jeanne d'Orlac, la pleine propriété de la maison familiale, de ses comptes, et de tous biens meubles et souvenirs attachés à notre vie commune. Mes fils recevront, à parts égales, ce qu'elle aura choisi de leur transmettre, à sa convenance. » J'ai fermé les yeux. Étienne parlait encore, à travers ses lignes. Il m'avait protégé, même au-delà de sa mort. Claire a blêmi, puis a lâché un rire sec. Ce document est sûrement obsolète. Il n'a plus de valeur. Le notaire a levé les yeux. Il est daté, signé, enregistré. Sa validité est incontestable. Julien, lui, s'est levé d'un bond. « Maman, tu savais. Tu nous as tendu un piège. » Je l'ai regardé longuement. Pas de colère, pas de triomphe non plus. Juste cette immense fatigue de ceux qui n'ont plus besoin de se justifier. « Non, Julien, c'est toi qui t'y es enfermé. » Il a voulu répliquer, mais sa voix s'est brisée. Le notaire a poursuivi, implacable. Par ailleurs, l'usage de la procuration signée au nom de Madame d'Orlac constitue un faux manifeste. Une copie sera transmise au procureur pour enquête. Cette fois, c'est Claire qui s'est levée. « Vous allez détruire votre propre fils », a-t-elle hurlé. J'ai secoué la tête. Lentement. « Non, ce n'est pas moi. C'est la vérité qui remet les choses à leur place. » Le silence est tombé, épais, presque sacré. Julien s'est assis, le visage entre les mains. Claire murmurait des phrases incohérentes sur l'injustice, les papiers, l'intention. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Maître Le Chenadec m'a tendu une copie du testament. « Madame d'Orlac, voici l'original enregistré. Votre mari avait tenu à préciser un détail que je vous lis. Si un jour mes écrits sont cachés, je fais confiance à Jeanne pour les remettre à la lumière, avec calme et dignité. » Je n'ai rien répondu. J'ai simplement posé ma main sur le papier. Étienne était là, entre les lignes. Quand la séance s'est achevée, Julien a tenté de me parler dans le couloir. « Maman, je ne voulais pas que ça finisse comme ça. » J'ai hoché la tête, sans le regarder. Moi non plus. Puis j'ai ajouté, doucement. « Tu vois, mon fils, le silence ne protège pas toujours ceux qui mentent. Parfois, il finit par leur répondre. » Et je suis partie. Dehors, la lumière était claire, tranchante. Le vent sentait la poussière et la lavande. Je me suis arrêtée sur le trottoir. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « 25 mai. Lecture du testament. Vérité rendue. » Pas de cri, juste le droit et la lumière. J'ai fermé le carnet, calmement. Derrière moi, les voix s'agitaient encore dans le bureau, mais elles ne m'appartenaient plus. Moi, je marchais lentement vers la sortie, vers le jour, vers la paix retrouvée, parce qu'il y a des victoires qui ne se célèbrent pas. Elles se respirent, en silence. Les jours qui ont suivi la lecture du testament ont eu la lenteur d'un après-orage. Tout semblait intact, mais rien ne l'était plus. Le bruit a couru dans la famille, d'abord à voix basse, puis comme une rumeur qui enfle sans qu'on puisse l'arrêter.
Julien avait falsifié une signature. Julien, le fils modèle, le gestionnaire prudent, le pilier de la famille. Les mots circulaient, les visages se détournaient. Même son frère Paul l'a appelé pour lui dire « Comment as-tu pu faire ça à maman ?» Julien n'a pas répondu. Il s'est muré dans un silence d'enfant pris la main dans le pot de confiture. Claire, elle, n'a pas supporté le scandale. Un matin, elle a quitté la maison, laissant derrière elle un mot sec sur la table. « Je ne veux pas être associée à tes mensonges. » Leur union s'est effondrée en quelques jours, sans cri, sans drame visible comme un meuble trop vieux qu'on déplace et qui se brise tout seul. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit non plus. Je regardais tout cela de loin, comme on observe une marée descendre. D'abord, la vague se retire, puis on découvre la vase et les débris qu'elle laissait dessous. Un soir, Paul est venu me voir. Il a déposé une bouteille de vin sur la table et s'est assis, les mains jointes. « Maman, tu devrais être en colère. Et pourtant je te vois. Tranquille. » Je lui ai souri. Parce que la colère, mon fils, ça brûle. La vérité, elle éclaire. Il a hoché la tête. Il comprenait. Julien, lui, ne m'a plus appelé. Il m'a seulement envoyé une lettre courte, sans excuse, sans explication. « Je sais que je t'ai perdu. Je n'ai plus rien à dire. » Je n'ai pas répondu, parce qu'il n'y avait rien à dire non plus. Certaines fautes se taisent, non par vengeance, mais parce qu'elles ne méritent plus de mots. Pendant ce temps, l'étude notariale a clos le dossier. L'enquête pour usage de faux a été ouverte, mais je n'ai pas voulu m'y mêler. Maître Le Chenadec m'avait proposé de témoigner. J'ai refusé. La justice suivra son cours. Moi, j'ai déjà rendu la mienne. Dans le village, les gens ont commencé à changer de ton avec moi. Ceux qui me plaignaient autrefois me saluaient désormais avec un respect nouveau, presque inquiet. « Madame Dorlac », disait-il, comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre. Mais moi, je n'étais pas devenue quelqu'un d'autre. J'étais simplement redevenue moi. La maison, je l'ai gardée quelques mois encore. J'y rangeais, lentement, les objets d'Étienne. Ses chemises pliées, ses lunettes, ses carnets. J'ai mis de côté les lettres qu'il m'avait écrites et j'ai glissé dans la boîte en fer les pages de mon propre carnet. Un soir, j'ai écrit la dernière phrase avant de la refermer. La vérité a fait le tri. Je peux partir. Le lendemain, j'ai appelé l'agence. J'ai mis la maison en vente. Sans tristesse. Parce qu'une maison n'est pas un lieu. C'est une mémoire, et la mienne, désormais, tenait dans une boîte et un carnet. Quand la transaction a été signée, j'ai traversé pour la dernière fois le jardin. Les rosiers d'Étienne étaient encore en fleurs. J'ai coupé une seule rose blanche, la plus droite, la plus silencieuse, et je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre. Julien ne m'a pas revu. Claire non plus. Paul m'a aidé à charger mes valises dans le coffre de la voiture. Je n'ai emporté que le nécessaire, quelques vêtements, les papiers et mon carnet brun. Quand la voiture a démarré, je n'ai pas regardé en arrière. Ce n'était pas de l'oubli. C'était du repos. Je laissais derrière moi un champ de ruines morales, mais dans ces ruines, la lumière passait à nouveau. Et pour la première fois depuis la mort d'Étienne, j'ai respiré sans poids sur la poitrine. Le passé se dissolvait doucement dans le rétroviseur. Devant moi, il y avait la route, droite, claire, libre. Je suis arrivé à 7 un matin de juin. La mer s'étendait comme une nappe d'argent au bout des rues, et l'air avait cette odeur mêlée de sel, de vent et de promesses. J'avais loué un petit appartement, 2 pièces au 3e étage d'une maison ocre, tout près du canal. Rien d'extraordinaire. Un balcon étroit, un plancher qui craque, une lumière qui change à chaque heure du jour. Mais pour moi, c'était une renaissance. La première nuit, je n'ai presque pas dormi, non pas par inquiétude, mais parce que le silence était différent. Ce n'était plus celui, pesant, d'une maison pleine de secrets. C'était un silence vivant, traversé par le bruit des mouettes, les rires des passants, le clapotis de l'eau contre les quais. Je me suis levée à l'aube, j'ai ouvert les volets et j'ai respiré à plein poumon. J'étais chez moi. Les premiers jours, j'ai tout réappris. Faire mes courses au marché, choisir moi-même les tomates, parler aux gens sans qu'on me coupe la parole. J'ai repris la couture pour les voisins. Des ourlets, des rideaux, parfois une robe d'été. Les femmes du quartier m'appelaient Madame Jeanne, et cela me faisait sourire. Je redevenais utile. Un après-midi, alors que je cousais sur le balcon, j'ai entendu une voix familière dans la rue.
Mamie, c'était Camille, ma petite fille. 17 ans à peine, le même regard clair que son grand-père. Elle m'a serré dans ses bras sans un mot. J'ai senti, dans ce geste simple, tout ce que la vie m'avait rendu sans que je m'en aperçoive. La tendresse, la transmission, la continuité. Nous avons marché ensemble sur le quai. Elle m'a parlé de ses études, de ses rêves, et je l'écoutais avec une attention que je n'avais jamais pu offrir à Julien. À un moment, elle s'est arrêtée. Papa m'a dit que tu ne voulais plus lui parler. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le vent faisait bouger les cheveux sur son front. Disons que je lui laisse le temps de comprendre. Le pardon, tu sais, ce n'est pas un cadeau qu'on fait. C'est une porte qu'on laisse ouverte, même si personne ne la franchit. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait plus qu'elle ne disait. Avant de partir, elle m'a tendu une enveloppe. J'ai trouvé ça dans le tiroir du bureau de papa. C'est de papy Étienne. À l'intérieur, une photo jaunie. Étienne et moi, sur le perron de notre maison, un jour de printemps. Derrière, une note de sa main. Ne laisse jamais personne écrire ta vie à ta place. J'ai souri. Le message m'avait traversé le temps, comme une bénédiction tardive. Depuis, mes journées à 7 s'écoulent simplement. Je couds, je lis, j'écris. J'ai rangé tous mes papiers dans un classeur bleu, celui d'Étienne, et je l'ai posé sur l'étagère la plus haute. Pas pour le consulter, mais pour me souvenir que tout ce qui devait être dit l'a été. Parfois, le soir, je m'assieds sur le balcon. Le soleil descend sur le port, les bateaux glissent lentement, et le vent porte les voix des pêcheurs. Je pense à tout ce chemin parcouru, la trahison, la colère, la justice. Et je me rends compte que ce que j'ai reconquis n'est pas seulement ma maison, ni mes droits, mais ma liberté. Celle de choisir le silence, non comme une faiblesse, mais comme un territoire à moi seul. Je n'attends plus de pardon, ni de Julien, ni de personne. Je n'en ai pas besoin, parce que j'ai compris que le pardon véritable, c'est la paix qu'on fait avec soi-même, pas avec ceux qui vous ont blessé. Le soir, je ferme les volets doucement. Sur la table, mon carnet m'attend, fidèle. J'y ai écrit, hier, je vis sans bruit, mais avec clarté. La mer, elle aussi, efface sans juger. Et quand la brise marine entre par la fenêtre, je me dis qu'à 79 ans, commencer à respirer enfin, ce n'est pas trop tard. C'est juste à temps. Le soir tombe doucement sur 7. La lumière glisse sur les toits comme un drap doré, et la mer, au loin, respire lentement, presque au rythme de ma poitrine. Je suis assise sur le balcon, le carnet ouvert sur les genoux. Le vent soulève les pages, les fait frissonner comme des feuilles d'un vieux livre qu'on connaît par cœur. La lampe sur la table diffuse une clarté douce. Le café refroidit. En bas, les derniers passants rentrent chez eux, et une odeur de poisson grillé monte des ruelles. J'aime cette heure-là, celle où le monde ralentit, où plus rien n'exige de moi que d'être là. Je feuillette mon carnet, page après page. J'y retrouve ma propre histoire, écrite sans que je m'en rende compte. Les premiers mots tremblaient, hésitaient, puis, au fil des semaines, mon écriture s'est redressée, comme si mes lettres avaient réappris à se tenir debout. Sur la toute première page, la phrase fondatrice me regarde encore, droite, obstinée. Ils m'ont dit « Il n'y a pas de testament ». Je la relis sans colère. Elle ne me brûle plus. Elle raconte simplement le point de départ, le gouffre, l'ombre. Et juste en dessous, dans l'espace resté vierge depuis des mois, je prends mon stylo et j'écris, d'une main sûre. Et pourtant il y en avait un. Écrit avec amour, défendu avec calme. Je souris. Ce n'est pas une victoire éclatante, pas un triomphe, c'est une paix. Le genre de paix qui se gagne sans bruit, à la force du courage silencieux. Je pense à Julien. Je ne sais pas ce qu'il fait, ni s'il dort mieux que moi. Peut être qu'un jour, il lira ces pages. Peut être pas. Mais si cela devait arriver, j'aimerais qu'il comprenne que je ne l'ai pas haï, que j'ai seulement choisi de ne plus être dupe. Le pardon, j'ai fini par le comprendre, ne se décide pas en un mot. Il se dépose, goutte à goutte, dans la conscience, et il ne s'adresse pas toujours à ceux qui vous ont blessé. Parfois, il s'adresse à soi-même. Je repense à Étienne, à son calme, à sa manière de parler peu, mais juste. Je crois qu'il aurait été fier, non pas de ce que j'ai gagné, mais de la façon dont je l'ai fait. Sans cri, sans honte,
en m'appuyant sur la loi, sur l'écriture, sur la vérité. Il m'avait souvent dit, « La dignité, Jeanne, c'est ce qu'il reste quand on t'a tout pris. » Ce soir, je mesure la portée de ces mots. Sur la table, la photo de nous deux, jaunie par le sel. Il sourit, moi aussi. Derrière, sa phrase, que je connais par cœur, « Ne laisse jamais personne écrire ta vie à ta place. » Alors j'ai repris la plume, et j'ai écrit la mienne, jusqu'au bout. Je regarde autour de moi, la mer, la lampe, le carnet, la rose séchée que Camille m'a offerte. Tout est simple, dépouillé, mais plein. La justice, je l'ai obtenue. Pas celle des tribunaux, celle du cœur, celle du regard qu'on peut enfin poser sur soi sans trembler. Le vent s'intensifie un peu. La mer, la base s'assombrit. Je ferme le carnet. Le cuir a cette odeur chaude de sel et d'encre. Avant de souffler la bougie, je relis la dernière page. Et, lentement, j'écris les mots que je sais être les derniers. On m'a volé une signature, mais pas ma parole. On a voulu m'effacer, mais j'ai écrit plus fort. On a tenté de m'humilier, mais j'ai appris à me taire avec dignité. Le silence peut aussi être une forme de justice. Je repose le stylo. Une paix immense s'installe, comme si toute la maison respirait avec moi. Au loin, la mer chuchote, fidèle complice. Je me lève, j'ouvre la fenêtre, et l'air du soir entre, chargé de sel et de liberté. Je ferme les yeux, c'est fini. Et, pour la première fois depuis longtemps, je sens que je n'ai plus besoin d'écrire, parce que tout, désormais, est à sa juste place, même le silence.